Donc, ils payent déjà plus d'impôts, on est bien d'accord. Peu, mais peu relativement. Ils payent comme toutes les entreprises. Deuxièmement, cette surtaxation, ça va être sur les profits en France. Or, vous savez bien que ces entreprises sont mondialisées, qui sont donc des bénéfices mondialisés, et que donc les juristes vont s'amuser pour que Total paye le minimum. Donc les 2 milliards prévus par les partis socialistes, ça va se réduire comme d'habitude, comme les précédentes surtaxations, à 200 millions. Il faudrait que ça se fasse au niveau européen, par exemple, Qu'ils pour que ce soit payent efficace. déjà des impôts. Je vais vous dire, madame, quand le prix de l'essence tombe à $40 par exemple, là, Total perd de l'argent. Est-ce que vous allez faire voter une subvention pour compenser la perte d'argent de Total? Non. Donc, quand il gagne plus d'argent, il paye plus d'impôts, il n'y a pas besoin de rajouter des impôts. Total emploie déjà 100 000 personnes en France, fait des investissements dans les raffineries, etc. C'est la loi du marché, on ne va pas à chaque fois, à moins d'être un socialiste émérite, comme les gens du Rassemblement national. Marine Le Pen dit, je voudrais la citer Marine Le Pen, elle dit lorsqu'une entreprise comme Total Energy fait des bénéfices supplémentaires, il est normal qu'elle puisse contribuer à l'effort national par une taxation exceptionnelle sur les super profits qu'elle a réalisés. Elle est socialiste, Marine Le Pen. Oui, c'est l'essence même du socialisme. Il y a 5 pays européens qui sont sur cette ligne aujourd'hui, mais attendez, qui le réclament. Vous savez, les raisonnements socialistes ont imprégné tous les gouvernements européens depuis 150 ans. Vous savez, l'idéologie socialiste, elle a 150 ans. Donc elle a eu le temps d'imprégner tous les raisonnements et toutes les mentalités. Marine Le Pen en est un très bon exemple. Donc quand le commerçant qui va bénéficier, par exemple le libraire, il y a un livre qui va se vendre beaucoup plus que d'autres. Donc il va payer une surtaxe parce que c'est une exception. Non, enfin, c'est grotesque, pardonnez-moi, c'est un raisonnement grotesque. Claire Conneruit. Éric Zemmour, en attendant, Total Energy a eu ce que certains pourraient considérer comme un geste envers les Français. Total Energy a annoncé jeudi qu'elle allait maintenir son initiative de plafonnement du prix tant que la crise au Moyen-Orient durera, alors que Sébastien Lecornu, lui, demande plus récemment un plafonnement généreux des prix à la pompe. Donc il faudrait aller plus loin ? Je pense que Total pourrait effectivement aller plus loin. Mais je voudrais continuer ma réflexion et répondre à votre question. Plus loin, selon vous ? Total profite de la hausse du prix du pétrole, mais dans ce cas-là, l'État aussi. Parce que quand le prix du pétrole augmente, le taux de TVA qui est rapporté à cette essence augmente, enfin le montant augmente. Donc l'État aussi le gouvernement gagne de l'argent. C'est beaucoup moins que les coûts engendrés par cette crise. Je suis d'accord. Il y a des coûts aussi. Il y a une baisse de la croissance, donc il y a moins de recettes. On est d'accord. Mais on raisonne. Dans ce cas-là, Total aussi, il y a des coûts. Bon. Donc Total. Deuxièmement, attendez. Ouais. Deuxièmement, la surtaxation éventuelle de Total ne mettrait pas un sou dans la poche des Français. Nous, à Reconquête, nous avons proposé une solution depuis le début de la crise, qui est non pas la suppression de la TVA, la baisse de la TVA, mais la baisse de l'accise, vous savez, c'est-à-dire l'autre impôt, mais qui n'est pas proportionnel. Ce qu'on appelait avant la TICPE. Exactement. Nous proposons la baisse d'un tiers, à peu près 24 centimes sur l'essence et 27 centimes sur le gasoil, ce qui ferait un coût, parce que ça coûte de l'argent, de 12 milliards et que nous finançons par un vieux combat, la suppression de l'aide au développement. On va revenir sur tout ça, Éric Zemmour. On va revenir sur tout ça simplement. Vous dites. Mais je vous dis, moi, pour aider les consommateurs. Parce d'abord, vous dites qu'il faut que Total aille plus loin. Qu'est-ce qu'il faudrait que Total fasse ? Il pourrait plafonner davantage, il pourrait baisser ses marges et baisser le prix. Ça, c'est sa politique commerciale. Ce que je trouve vraiment contre-économique et contre-productif, c'est de dire il gagne plus d'argent soudain, alors on les taxe plus. Non, ils payent, je le répète, ils payent déjà l'impôt sur les sociétés. Donc vous proposez une baisse d'un tiers de l'accise, la TICPE. Aujourd'hui, pour que les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent comprennent bien, aujourd'hui cette taxe, ça représente environ 40% du prix du litre. C'est 30 milliards de recettes exactement, pour les finances 33 publiques. milliards exactement. Vous voulez réduire un tiers. Ça fait à peu près 11-12. C'est pour ça que je vous dis, le budget de l'aide publique au développement, c'est 12 milliards. C'est à peu près équivalent. Donc pour vous, on supprime l'aide publique au développement, absolument. Zéro. Mais oui, de toute façon, enfin, c'est une autre discussion, hein, mais on a déjà eu, et Sarah Knafo l'a déjà eu, elle a déjà été en débat avec le responsable de l'aide publique au développement. Notamment les ministres qui prennent position. Exactement. Pour dire que cette aide publique au développement, contrairement à ce qu'ils nous disent, n'aide plus les entreprises françaises.
Ça, c'est une vieille lune. C'est ce que j'apprenais moi quand j'étais jeune à Sciences Po. On nous apprenait, parce que c'était la vérité, l'aide publique au développement était dirigée pour que les entreprises françaises aient des contrats. Mais c'est fini. Aujourd'hui, ça s'appelle l'aide déliée. C'est du rayonnement et ça permet aussi de débloquer quelques projets. C'est pas du rayonnement, c'est de la propagande. Quand vous avez des aides à la théorie du genre en Jordanie, moi, j'appelle pas ça du rayonnement, j'appelle ça de la propagande woke. Éric Zemmour, toujours sur la TICPE, est-ce que vous êtes favorable à la proposition d'Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui propose, lui, une TICPE flottante qui pourrait s'ajuster en fonction des circonstances? Oui, c'est déjà ce qu'a fait M. Jospin au temps du gouvernement de 97 à 2002. On peut envisager, après c'est vraiment moi, je vous dis, supprimons un tiers. Voilà ma proposition. Je ne vais pas commencer à discuter toutes les propositions. Chacun, on ne va pas faire le concours l'épine des propositions. Reconquête a une proposition depuis le début, c'est supprimer un tiers de l'assise. Voilà. Vous baissez pour tout le monde. Aujourd'hui, la mode, elle est plutôt à des aides ciblées. Vous dites qu'on soit fortuné ou qu'on soit pauvre. Aujourd'hui, on bénéficie du même aide de la part de l'État. Elles ne sont pas ciblées en fonction du revenu. Elles sont ciblées en fonction de l'activité professionnelle. Les gens qui utilisent beaucoup leur voiture ou leur camion pour travailler, ce que je peux comprendre. Parce qu'effectivement, en particulier dans certaines régions, on a beaucoup besoin de la voiture. Il n'y a pas de transport en commun, etc. Conditions de ressources, Éric Zemmour, aujourd'hui, l'État du gouvernement. Moi, je trouve qu'il faut arrêter avec... toutes ces usines à gaz, vous voyez. Pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il n'a pas d'argent. Pourquoi il n'a pas d'argent? Parce que les gouvernements Macron successifs ont géré l'État de façon impécunieuse, en dilapidant les deniers publics et en s'endettant comme jamais dans l'histoire de France. Il y a notamment eu le Covid, ce que certains ont appelé le quoi qu'il en coûte. Parce que, cher monsieur, est-ce que les autres pays ont eu le Covid? Est-ce que l'Allemagne a eu le Covid? Est-ce que même l'Italie a eu le Covid? Tous les pays ont fait des plans de relance. Oui. Mais pourquoi eux, ils ne sont pas surendettés comme nous? Parce que nous, on a fait n'importe quoi. Et qu'il y a des pays qui ont mieux géré, même en période de Covid et après Covid, leurs deniers publics. Si le gouvernement est dans cette situation aujourd'hui, a décidé donc de ne dépenser que 180 millions aujourd'hui pour accompagner les gros rouleurs, c'est parce qu'il a fait n'importe quoi pendant le Covid? Bah oui, je ne peux pas vous dire mieux. C'est exactement ce que je pense. Justement, est-ce qu'on ne peut... Mais d'ailleurs, il le dit lui-même. Le cornu le dit lui-même, on n'a plus d'argent. On ne va pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Voilà. Pourquoi on n'a plus d'argent? Parce que depuis 10 ans, même, on pourrait dire depuis 40 ans, on n'a plus un budget en équilibre. Le dernier budget en équilibre, c'est sous Pompidou, et les gouvernements giscardiens avaient un léger déficit qui était raisonnable. Et depuis, on a fait n'importe quoi. Aucun gouvernement... Macron avait commencé à le résorber, ce déficit, et à l'arrivée, le Covid est arrivé. C'est ce qui est très généreux avec les premiers gouvernements Macron. Il avait effectivement fait une petite réduction, et ce n'est pas le Covid qui a arrêté cette petite réduction, c'est les gilets jaunes. Dès qu'il y a eu les gilets jaunes, pour éteindre l'incendie, M. Macron, selon les mauvaises habitudes de ses prédécesseurs, n'a rien trouvé de mieux qu'arroser de 17 milliards, je crois, à l'époque, pour arrêter la révolte. C'est tout. Contrairement à ce qu'ils disent, ce n'est pas le Covid. Tam Tranui. Oui, mais alors justement, vu ce contexte, est-ce qu'on peut se permettre de faire une proposition aussi globale que celle que vous faites, qui coûterait quand même plus cher? Milliards, je vous l'ai dit. Pourquoi aussi? Écoutez, je ne peux pas être plus simple et aussi bien chiffré. Je vous dis, ça va coûter 12 milliards et je vous dis, je le finance avec les 12 milliards de l'aide publique au développement. Après, on peut dire, c'est pas bien, c'est bien, etc. Mais au moins, vous voyez, il y a un équivalent. Voilà, c'est tout. Éric Zemmour, selon Ipsos BVA, toujours 90% des Français se disent inquiets pour leur pouvoir d'achat. 42% ont même réduit des dépenses vitales comme l'alimentation et la santé. Est-ce que vous craignez une inflation généralisée, que tous les prix augmentent? Écoutez, c'est le risque. Quand il y a le prix du pétrole qui augmente, si ça dure, effectivement, il y a un risque d'inflation généralisée. Maintenant, évidemment que les gens s'inquiètent, c'est tout à fait légitime. Surtout, je le répète, les gens qui prennent beaucoup leur voiture, en particulier en province. Honnêtement, à Paris et dans les métropoles, on n'a pas ce problème-là. On peut se passer de notre voiture. En revanche, il y a beaucoup de régions où on ne peut pas se passer de notre voiture. Et pour eux, ça va être très dur. Et donc, il faut effectivement espérer que ça ne dure pas. Et c'est pour cela que je fais cette proposition de suppression de l'accise d'un tiers. C'est pas rien quand même, 12 milliards. Alors dans le même contexte... Vous avez vu le prix, ça baisse beaucoup le prix de 25...
Quasiment 25 centimes. 25 centimes. Dans le même contexte, alors qu'effectivement un certain nombre de Français craignent pour leur pouvoir d'achat, la rémunération des patrons de grandes entreprises a augmenté en 2025 3 fois plus vite que celle des salariés. Alors c'est un rapport de l'ONG Oxfam avec la Confédération syndicale internationale. Est-ce qu'il faut réduire cette inégalité ? D'abord, je me méfie par principe des chiffres donnés par Oxfam. C'est une vieille habitude. Ce sont des gauchistes qui n'hésitent jamais à manipuler les chiffres dans leur sens. Deuxièmement, vous ne croyez pas à un accroissement des inégalités aujourd'hui en France, vous savez, les inégalités après impôts et après politique sociale, éducation, etc., sont de 1 à 3. Je crois qu'on ne peut pas aller plus bas. Je pense que nous sommes l'un des pays développés les moins inégalitaires du monde. On a déjà une machine de redistribution la plus efficace. Nous sommes le pays le plus imposé. Les revenus dont vous parlez sont des gens qui sont des PDG du CAC 40. Le CAC 40 a pour spécificité de travailler pour le monde entier. Ces gens-là gagnent beaucoup d'argent parce que l'Asie en particulier, ou l'Amérique, leurs produits sont vendus là-bas. Ils gagnent très peu sur la France. La France est un marché en régression. Je rappelle que le pouvoir d'achat des Français a baissé, qu'il est désormais inférieur à ceux des Allemands et qu'il est de moitié à ceux des Américains. Donc je crois que la solution est inverse de ce que vous dites et de ce que disent les gens d'Oxfam. Il faut au contraire baisser les impôts, baisser les impôts, baisser les impôts. Vous voyez, je le répète exprès. C'est une politique... Pas d'impôts pour les super riches. Pour tout le monde. Mais pas les super riches. Les super riches, de toute façon, ils trouveront toujours le moyen de ne pas se faire imposer en France, puisque leurs revenus sont à l'étranger. Donc c'est un mythe. Voilà. Donc je vous dis, le résultat, c'est qu'on prétend imposer les super riches, comme vous dites. Je ne sais pas ce que c'est qu'un super riche. Enfin, je sais qu'il y a quelqu'un beaucoup plus riche que moi. Et après, ce sont les gens comme vous et moi qui sont fiscalisés. Parce que nous, on reste. Nous, on paye nos impôts en France. Donc, et finalement, puisqu'on dépense énormément, puisqu'on s'endette, il faut bien aller chercher l'argent où il est, c'est-à-dire vers les Français moyens. Et le Français moyen paye 43% de prélèvements obligatoires, 43% de la richesse nationale. Dire, nous sommes le pays le plus imposé du monde, il faut réduire les impôts, tous les impôts. C'est ça que je proposerai lors de la campagne présidentielle. On va en parler de la campagne présidentielle. Oui, je me doute, mais ça sera un plan global de baisse des impôts. On va revenir sur les causes de cette augmentation des prix à la pompe, Claire Connery. Oui, Emmanuel Macron a affirmé qu'il n'y avait pas de risque de pénurie quand le patron de Total estime qu'au bout de 2-3 mois de blocage du détroit d'Ormuz, nous irons vers une pénurie. D'abord, qui croire ? Et plus largement, Donald Trump avait estimé que cette guerre ne durerait que quelques jours. C'est visiblement pas le cas, il a échoué. Si le but était de faire une guerre en quelques jours, oui, c'est un échec. Si le but était d'arrêter le plan nucléaire de l'Iran, oui, c'est un échec. Maintenant, vous voyez, c'est une guerre, on ne sait jamais quand on s'embarque dans une guerre comment ça va se terminer. Napoléon disait, on avance et on voit. Donc vous voyez, tout ça n'est pas simple. Mais de fait, c'est un échec pour Donald Trump, vous le dites. Moi, je dis que pour l'instant, il n'a pas gagné la guerre. Il ne l'a pas perdue non plus. Vous voyez, les Iraniens ont été fort habiles, ont une capacité de résistance tout à fait remarquable, et ils ont résisté. Bon, voilà, c'est objectif. Est-ce qu'il a d'autres choix aujourd'hui, Donald Trump, que d'envoyer des troupes au sol en Iran ? Il a dit qu'il ne le ferait pas, c'était un de ses arguments de campagne. Je pense que ce serait une erreur de le faire. Je pense que ça serait un engrenage ultime contre lequel il a construit sa carrière politique et sa campagne présidentielle. Je pense que ça serait une erreur. Et de toute façon, ça serait un enlisement majeur. Vous savez, l'Iran est un pays immense, 3 fois la France. Et là, vous vous souvenez ce qui s'est passé avec l'Irak. Vous vous souvenez ce qui s'est passé avec l'Afghanistan. Je pense que ça serait un nouvel Irak et un nouvel Afghanistan. Donc de la même manière, la France, selon vous, ne devrait pas non plus envoyer des troupes en Iran pour aller sécuriser aussi. Voilà, pour aller sécuriser. Alors, deux choses différentes. C'est pas la même question. En Iran d'abord. Non, en Iran, non. Mais de toute façon, franchement, là, je ne pense pas
que ça soit une hypothèse envisagée. Vraiment, personne n'a envie, même regardez les Israéliens, qui sont quand même les plus grands adversaires de l'Iran, pour qui, effectivement, le programme nucléaire de l'Iran est un risque existentiel, puisque l'Iran promet depuis 40 ans de détruire Israël. Même eux n'en voient pas de troupes au sol. Donc, c'est pour vous dire que ça serait une pure folie. Pour sécuriser le détroit d'Ormuz ? Écoutez, pour sécuriser le détroit d'Ormuz, je pense que pour l'instant, le détroit d'Ormuz n'a pas besoin en vérité d'être sécurisé, puisqu'il est blocus et contre-blocus. Les Iraniens font le blocus, les Américains font un contre-blocus. Il faut régler ça par la négociation et libérer le détroit d'Ormuz. Vous croyez à une négociation encore possible aujourd'hui quand on voit les dernières propositions? Donald Trump a annoncé ce matin qu'il étudiait un plan iranien en doutant qu'il soit acceptable, car ils n'ont pas, je cite, encore payé un prix suffisamment pour ce qu'ils ont fait à l'humanité et au monde depuis 47 ans. C'est ce que dit le président américain. Vous pensez franchement qu'une négociation est encore possible aujourd'hui? Moi, je pense que la négociation est toujours possible, à partir du moment où les protagonistes le veulent. Vous avez plutôt changé de discours par rapport à ça. Vous avez plutôt dit jusqu'à présent que lorsqu'il y avait un conflit, en réalité, la négociation, elle ne pouvait se faire une fois que les armes avaient parlé, en quelque sorte. Exactement ce que j'allais vous dire. C'est ce que vous avez toujours dit. Bien sûr, j'ai toujours dit ça. Vous le pensez, les armes ont parlé ou Les armes ont parlé, mais apparemment, les Iraniens résistent. Donc, soit donc il est au pied du mur, Donald Trump. Continuent la guerre, les Américains et les Israéliens continuent à bombarder jusqu'à ce que l'Iran cède, soit il y a une négociation qui est valable pour les deux. Vous savez, on a compris aujourd'hui, que le problème, c'était l'attirail, l'arsenal nucléaire des Iraniens. C'est ça la question. Est-ce que les Iraniens y renoncent? Ils feront tout pour ne pas y renoncer. Et les Américains et les Israéliens ne les lâcheront pas tant qu'ils n'iront pas renoncer. Et donc on peut avoir une guerre, vous savez, qui dure des années. Vous avez évolué là-dessus, ça veut dire que vous dites que maintenant il faut passer à la discussion, c'est-à-dire J'ai pas dit ça, j'ai dit, s'il y a une discussion, s'il y a une négociation, on peut trouver un accord. Mais je n'ai pas dit il faut. Vous savez, quand on ne fait pas la guerre, la France ne fait pas la guerre. Donc, et c'est très bien. On n'est pas partie prenante à cette guerre. Les Américains et les Israéliens ne nous ont pas avertis avant, ils ne nous ont pas demandé notre avis, donc on n'est pas dans cette guerre. C'est tout. Donc on regarde de l'extérieur, en observateur. Je vous dis, effectivement, la paix ne se règle que par la force. Moi, c'est ma conviction, depuis toujours. C'est l'enseignement de l'histoire. Hein. C'est le vainqueur qui impose la paix. C'est comme ça que ça s'est passé dans les deux guerres mondiales, c'est comme ça que c'est passé dans l'histoire, dans nos guerres révolutionnaires, napoléoniennes, et on peut remonter plus loin. Donc ça va se passer comme ça aussi, sauf que les deux forces se neutralisent pour le moment. Exactement. Tam Tranui. Donald Trump a annoncé une énième mesure de représailles à l'égard de l'Union européenne. Il veut relever de 25% les droits de douane sur les véhicules européens. Il annonce également retirer des troupes américaines en Allemagne. Tout cela en réponse à des propos de Friedrich Merz qui a dit que les Américains n'avaient aucune stratégie en Iran. Est-ce qu'on peut encore considérer les États-Unis comme des alliés de l'Union européenne? Écoutez, tant que l'OTAN existe et que nous sommes liés par un accord d'alliance, oui, les Américains sont nos alliés. Ce sont des alliés difficiles, ce sont des alliés parfois méprisants, mais vous savez, des alliés difficiles et méprisants, ils l'ont toujours été. Il faut lire le général de Gaulle, il faut lire les histoires autour du général de Gaulle. Aujourd'hui, vous dites que Donald Trump est méprisant envers l'Union européenne et envers la France. Méprisant, oui, mais je dirais que parfois elle le mérite. Quand, par exemple, vous savez, je vais vous dire, quand, par exemple, Trump et Vance, on a beaucoup reproché à Trump et à son vice-président Vance d'avoir parlé d'effacement civilisationnel. Je trouve qu'ils ont raison. C'est ce que je dis depuis 20 ans. Il y a d'autres critiques encore plus personnelles sur le président Macron. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple que je pense fondé. Je pense que l'Europe est en voie d'effacement civilisationnel parce qu'elle est remplacée par une autre civilisation arabo-islamique. Je le dis depuis 20 ans, vous me l'accordez. Quand Trump et Vance le disent, je ne pense pas que ça soit une insulte, je pense au contraire que c'est un cri d'amour en disant mais qu'allez-vous faire de vos pays? Ça, c'est une première chose. Après, représailles, Éric Zemmour. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a deux choses différentes. Mais il y a aussi des conflits, des affrontements. C'est pour ça que je vous dis, il y en a toujours eu entre le président Johnson et le général de Gaulle, entre Obama et les présidents français. Souvenez-vous de l'affaire des bateaux qu'on avait vendus à l'Australie et qu'ils nous ont enlevés au dernier moment. Souvenez-vous de ce monsieur Pierucci, un cadre d'Alstom qui a été mis en prison de façon scandaleuse. Souvenez-vous des amendes énormes payées par la BNP. Vous voyez, c'était pas Trump tout ça. Donc il y a
des affrontements en permanence entre les États-Unis et les pays de l'Europe. Mais je dirais... Donc il faut faut répondre... subir... Attendez, non, attendez, justement, j'allais vous dire. Pour répondre à votre question sur la hausse des taxes, etc., moi, je suis favorable depuis longtemps et je pense que l'action de Trump va dans le bon sens là-dessus. Si vous me laissez une minute, je vous explique. Je pense qu'il faut en finir avec la mondialisation débridée que nous avons connue depuis 30 ans et qui, je sais bien, a fait des heureux. Les consommateurs qui achètent moins cher les vêtements, et puis les Chinois qui sont sortis du sous-développement en 40 ans. Donc la réponse à la dépendance des États-Unis, c'est du protectionnisme en France ? Non, la réponse, il n'y a pas de dépendance française aux États-Unis, il y a une dépendance française et européenne aux Chinois. Il ne faut pas tout mélanger. Les Américains ont bloqué leur dépendance aux Chinois, en tout cas en grande partie, pas complètement, je vous l'accorde, des terres rares, etc. Mais je pense qu'il faut faire comme les Américains vis-à-vis de la Chine. Se protéger le marché européen avec des taxes de 25-30% qui bloquent l'avance chinoise dans tous les domaines. Je rappelle que même les Allemands qui refusent obstinément ce protectionnisme vont se faire laminer dans leur domaine d'excellence, c'est-à-dire l'automobile et la machine-outil. Les Chinois vont les laminer. Donc il faut absolument établir de grandes zones. C'est comme ça qu'il faut, d'après moi, reconfigurer les rapports économiques avec de grandes zones protégées, ce qui n'empêche pas le commerce. Je veux dire, le protectionnisme, les Américains... Donc il faut faire ce que les Américains font. 50% de droits de douane avant la guerre 14, et on échangeait. Les Français aussi, vous voyez ce que je veux dire ? Le protectionnisme n'empêche pas l'échange. Mais l'échange n'est pas débridé, parce que là, ça va être la ruine de l'industrie allemande, et ce qui reste de l'industrie française. En très peu de temps, Éric Zemmour, est-ce que vous considérez aujourd'hui que le début de ce deuxième mandat de Donald Trump est un échec ? Quand on voit ce qu'il a fait au Venezuela, sans vraiment de préparation, sans suite en tout cas donnée sur l'évolution politique, ce conflit qui s'enlise en Iran, c'est décevant. Donald Trump, vous vous étiez réjoui de sa réélection. Moi, je distingue depuis le début la politique intérieure et la politique extérieure. La politique intérieure, je lui donne un 10 sur 10. Il a réduit massivement l'immigration. N'oubliez pas qu'il a été élu pour ça. Vous savez que les villes de Miami et de Los Angeles ont vu leur population baisser grâce au renvoi d'immigrés. La fameuse remigration dont je suis le seul à parler en France. Donc là-dessus, je l'approuve. Deuxièmement, en un mot, sur la lutte contre le wokisme dans les universités américaines, là aussi, il a pris le taureau par les cornes et il a eu raison et il a eu des succès. Maintenant, sur la politique extérieure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis un patriote français. Lui est un patriote américain. On a toujours eu des désaccords. On a toujours eu des affrontements. On voit bien qu'il a des réussites, des l'extérieur, Éric Zemmour. Le Venezuela, c'est plutôt une réussite. L'Iran, pour l'instant, c'est plutôt un échec. Bon, voilà, c'est simple. 10 sur 10 sur l'intérieur, vous avez dit sur l'extérieur ? Sur l'extérieur, c'est très difficile de juger. Je vous dis, il a des réussites éclatantes sur le Venezuela, par exemple. Il a des échecs c'est plutôt relatifs sur l'Iran. J'ai pas tellement compris son offensive sur le Groenland, que je trouve un peu déplacée. D'ailleurs, il y a renoncé. Enfin, vous voyez, avec la Russie, moi, je vais vous dire la vérité. J'étais très favorable à sa politique pour mettre un terme à ce conflit et essayer d'éloigner la Russie de la Chine. Manifestement, pour l'instant, il n'y a pas réussi. On va s'arrêter là pour cette première partie. Éric Zemmour, serez-vous candidat en 2027 ? Quel regard portez-vous sur les récents propos d'Emmanuel Macron sur l'Algérie ? On en parle dans la deuxième partie. À tout de suite. Le grand jury RTL Public Sénat, Le Figaro, M6. On commence avec la Corée du Nord qui a lancé ce soir un nouveau missile. Un missile intercontinental capable d'embarquer une charge nucléaire. Elle a désormais la capacité de frapper n'importe où aux États-Unis. La Corée du Nord considère les États-Unis comme la menace la plus importante au monde. Aujourd'hui, le développement inconscient d'armes nucléaires et de missiles balistiques par la Corée du Nord menace le monde entier. Ça devrait être une victoire facile pour Donald Trump. Eh bien, pas du tout. Le bouton nucléaire est sur mon bureau. Ce n'est pas du tout du chantage, c'est la réalité. Kim Jong-un est le plus agressif des trois Kim qui ont dirigé le pays. Corée du Nord, un plan pour survivre, aujourd'hui à 13h sur Public Sénat et sur publicsénat.fr.
Le tribunal déclare M. Noé coupable de trafic de stupéfiants qu'il commettra dans 14 ans et le condamne à 9 ans d'emprisonnement. Aucun enfant ne devrait être condamné à mal tourner. Aidez-nous à changer leur vie. Faites un don sur apprenti-auteuil.org. Article 213. Le mari est le chef de la famille. Des femmes invitées à retourner à leur fourneau et sommées de procréer pour la nation. L'injonction se dissimule habilement derrière le conte de fées de la merveilleuse vie de femme au foyer. Comment en suis-je arrivée là? À cette fatigue, cet ennui? Toujours les mêmes choses, les mêmes gestes, une vie si quotidienne. Il n'y a pas de durée limite de travail hebdomadaire pour les femmes au foyer. Elles ne posent pas non plus de vacances, ni elles prennent leur retraite. Il n'existe pas de salaire minimum. Leur travail, comme celui du bénévole ou de l'esclave, n'est pas rémunéré. L'histoire oubliée des femmes au foyer, vendredi prochain à 22 h sur Public Sénat et sur publicsénat.fr. Qui est vraiment cet homme? Un journaliste, un éditeur, un militant, un hacker? Julian Assange est un homme mystérieux. Depuis 20 ans, il n'a qu'un but: dévoiler les secrets d'État, quel qu'en soit le prix. When I founded WikiLeaks, it was driven by a simple dream. We obtained and published truths about tens of thousands of hidden casualties of war. We are taking aggressive steps to hold responsible those who stole this information. L'ambassade d'Équateur est devenue un symbole de résistance mondiale. The United States must renounce its witch hunt against WikiLeaks. Pour la première fois dans l'histoire de l'Équateur et peut-être du monde, un président donne l'autorisation à une force armée étrangère d'entrer dans son ambassade pour capturer un réfugié. C'est sans précédent. Julian Assange, l'homme à faire taire, samedi prochain à 21 h sur Public Sénat et sur publicsénat.fr. Suite du grand jury présenté par Thomas Després. Et toujours avec nous dans ce studio, Éric Zemmour, président du parti Reconquête, ancien candidat à l'élection présidentielle. Dans un instant, nous reviendrons sur ces propos polémiques d'Emmanuel Macron qui fustige ces maboules qui voudraient nous fâcher avec l'Algérie. Est-ce que vous vous êtes reconnu, Éric Zemmour? Vous nous le direz dans un instant. Le grand jury 2027, c'est demain. Mais d'abord, 2027, c'est vraiment demain. Dans un an tout pile, l'élection présidentielle. Le 25 avril dernier, vous avez lancé avec Reconquête un site internet, leprogramme-pour-la-France.fr, où les Français peuvent déposer des contributions. On imagine pour préparer un futur programme présidentiel. Il y aura un candidat Reconquête, quoi qu'il en soit, au premier tour de la présidentielle? Bien sûr. Vous savez... Cette contribution exceptionnelle, on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient, on les interroge sur tous les sujets et le résultat et le succès est probant. En une semaine, on a eu 2500 contributions. Sarah Knafo était à Strasbourg, il y avait 200 personnes qui sont venues la voir. Vous voyez, donc c'est vraiment un gros succès. Nous avons en plus, pardonnez-moi, je finis, ces contributions-là seront données à toutes nos équipes, dans tout notre parti. Nous avons déjà des gens qui ont travaillé sur le programme et donc ils pourront mêler leurs réflexions aux apports des gens. Ça va être vraiment enrichissant pour tout le monde, dans toutes les fédérations Reconquête. On va s'en servir et nous sommes les seuls à travailler ainsi. Vraiment, c'est un gros travail de préparation. Beaucoup de partis préparent leur programme. Partis préparent leur programme. Je dis que nous sommes les seuls à demander aux gens de venir nous apporter également leur contribution. C'est-à-dire que Reconquête, qui a toujours défendu l'union des droites, aura un candidat face à Marine Le Pen ou face à Jordan Bardella, face à Bruno Retailleau, qui eux sont déjà candidats. C'est-à-dire que l'union des droites, c'est pas dans les candidatures vraisemblablement. Si vous nous dites qu'il y aura un candidat. L'union des droites, ce n'est pas l'uniformisation et ce n'est pas l'unicité de la candidature. Ça s'appelle le parti unique. Moi, en démocratie, je ne connais pas le parti unique. Nous avons des désaccords majeurs
avec le Rassemblement national. On a parlé tout à l'heure d'économie, mais il n'y a pas seulement l'économie. Madame Le Pen pense que l'islam est compatible avec la République, pas moi. Madame Le Pen pense que l'islam est différent de l'islamisme, pas moi. Madame Le Pen a refusé de voter une loi qui obligeait les gens qui touchaient le RSA à travailler. Moi, je l'aurais voté. Vous voyez, on peut continuer comme ça. Donc j'ai de nombreux désaccords sur tous les sujets avec le Rassemblement national. Et avec M. Retailleau, alors là, j'ai un désaccord, on peut éventuellement sur les principes et sur les idées se rapprocher. Mais en revanche, j'ai un différend majeur par rapport à ce qu'a fait son parti depuis 40 ans, qui est quand même le responsable premier, avant la gauche, de l'invasion migratoire depuis 50 ans. Je rappelle le regroupement familial de M. Giscard d'Estaing, l'immigration choisie de M. Sarkozy, et M. Retailleau lui-même, qui, pendant le temps où il était ministre de l'Intérieur, a vu une explosion des entrées dans le territoire, des entrées d'étrangers. Je donnerai un seul chiffre. Sous M. Castaner, ministre de l'Intérieur de M. Macron déjà. Vous voyez, je ne remonte pas à... Deuxième ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron. Oui. 250 000 entrées légales. Avec M. Retailleau, 386 000. Plus que 50% d'entrées légales. Justement, comment après réussir à s'entendre avec eux, Tam Tranui? Oui, parce que vous dites à la fois qu'il y aura un candidat Reconquête au premier tour et en même temps, il y a quelques semaines, vous vous êtes dit d'accord avec l'idée d'une primaire de la droite. On voit notamment Sarah Knafo qui se rapproche de cette idée de Laurent Wauquiez, d'une primaire qui va d'Édouard Philippe à justement Reconquête. Alors, quelle est votre position exactement? Elle est très simple. S'il y a une primaire qui nous invite, quels que soient les candidats, même y avoir M. Bardella s'il veut venir, mais il ne voudra pas venir. Aujourd'hui, cette primaire, elle est peu probable aujourd'hui. C'est exactement ce que j'allais répondre. S'il y a cette primaire, nous y serons. Comme vous avez tout à fait raison, elle est de moins en moins probable. Eh bien, nous disons, je serai candidat. Voilà, c'est tout simple. Cette primaire, elle n'aurait pas lieu pour vous, cette primaire. Je ne dis pas ça. Si on est au début du mois de mai, la présidentielle est dans un an. On peut la faire en septembre, on peut la faire en octobre, la primaire. C'est pas impossible. Donc rien n'est décidé. Je vous dis, s'il n'y a pas de primaire, je réponds à la question. Eh ben, je serai candidat. S'il y a une primaire, je serai candidat à la primaire. Claire Connery. S'il n'y a pas en effet de primaire, Reconquête aura un candidat jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Cette élection présidentielle. Oui, nous ne sommes pas du genre à nous soumettre, nous ne sommes pas du genre à avoir la pression. Vous pensez évidemment à M. Retailleau, qui lui a la pression de ceux que j'appelle les cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire Larcher, Copé, Pécresse et autres Bertrand, pour qu'ils se couchent devant M. Philippe. Moi, je me couche devant personne. Il y a un antécédent pour vous. Vous avez eu l'expérience d'une campagne présidentielle. Absolument. Et la dernière fois, le Rassemblement national était arrivé au second tour. Vous aviez appelé à voter pour vos électeurs à choisir Marine Le Pen. Est-ce que vous le referiez une deuxième fois? Marine Le Pen, que vous avez qualifiée de socialiste tout à l'heure. Absolument. Vous savez, effectivement, vous avez raison. Vous vous souvenez sans doute de cette campagne présidentielle qui a été animé et qui a été serré. Je pense toujours que s'il n'avait pas eu la guerre en Ukraine, c'est moi qui aurais été au second tour. Et donc, Madame Le Pen a eu de la chance, c'est comme ça, c'est la vie, et elle était au second tour. Après, j'ai choisi, vous savez, au premier tour on choisit, au second tour on élimine. Vous feriez la même chose aujourd'hui? Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'était ça le choix. Donc je n'avais que des seconds choix. Donc j'ai choisi le moins éloigné de moi, c'est-à-dire que Mme Le Pen propose de combattre l'immigration de façon plus radicale que M. Macron. Donc j'ai choisi Mme Le Pen. Entre Marine Le Pen et Édouard Philippe, par exemple. M. Retailleau. Et même entre Jordan Bardella et Jordan Bardella, c'est Marine Le Pen. Vous savez, moi, je ne suis pas comme les journalistes. Je ne fais pas semblant de croire qu'il y a deux lignes au Rassemblement national. Donc, vous avez vu entre le Rassemblement national et Édouard Philippe, c'est toujours M. Bardella qui se soumet à Mme Le Pen. Donc, ça sera toujours comme ça au Rassemblement national. Question simple, Éric Zemmour, entre le Rassemblement national et Édouard Philippe, si demain ce second tour se profile, selon les enquêtes d'opinion, est-ce que vous soutiendrez à nouveau le Rassemblement national? Je ne me prononce pas sur des enquêtes d'opinion. J'ai été moi-même longtemps journaliste politique. J'ai vu des gens qui étaient donnés gagnants un an avant. Ils s'appelaient M. Balladur, M. Juppé, M. Jospin. Je pourrais même remonter à M. Barre ou à M. Rocard, et qui ont tous été vaincus, qui n'ont même pas été présents au second tour. Il y a les sondages, il y a aussi les paris des uns et des autres. Bruno Retailleau, en l'occurrence, estime qu'un candidat macroniste ne pourra pas être élu la prochaine fois. Vous êtes d'accord?
Je n'en sais rien, je vois pas. Les pronostics, vous savez, ne valent rien en vérité. Parce qu'au second tour, c'est une autre histoire. Et là, les gens voient, encore une fois, le candidat qui paraît le plus à même d'exister et de porter la fonction. Vous voyez, donc là, les gens ont un autre regard. Donc moi, je dis, le premier tour, il faut choisir ses convictions. Il ne faut pas regarder les sondages, il faut choisir ses convictions. Est-ce que vous pensez que le programme du Rassemblement national, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, est le plus à même d'être proche des convictions des gens, des électeurs de droite? Moi, je ne pense pas. Donc, je vais présenter moi-même mon programme, nos convictions, et les gens jugeront. Vous dites, je vais présenter notre programme, je serai candidat, c'est acté? C'est vous qui représenterez Reconquête à la présidentielle? Moi, je ne suis pas Xavier Bertrand, je ne présente pas ma candidature tous les 3 jours. Donc, je pense qu'une annonce de candidature, ça doit être solennisé, ça doit être une réussite. La dernière fois, vous faisiez référence à ma candidature, je crois qu'elle était assez réussie avec cette vidéo originale. Aujourd'hui, le site internet. On verra après. Vous parlez de votre programme, le programme pour la France.fr, le site internet que vous avez lancé. Il y a un visage qui s'affiche, c'est celui de Sarah Knafo. C'est elle qui a commencé un Tour de France à Strasbourg cette semaine. Sarah Knafo, c'est elle aujourd'hui qui prépare ce programme pour le porter à la présidentielle, ou c'est très clair, ce sera vous? C'est elle qui prépare ce programme, c'est elle qui a fait la consultation, c'est elle qui a rencontré les gens. Donc c'est pour ça qu'il y avait sa photo. Il y a aussi ma photo dans aux côtés de cette Sarah présentation. Knafo, pour dire ce que vous pensez de Sarah Knafo. Donc, si vous voulez, vous savez... elle ferait une bonne candidate, Sarah Knafo? Mais vous savez qu'elle a fait une très bonne candidate à Paris. Elle a quand même perdu. Ah, mais vous savez, c'est très difficile de renverser des habitudes séculaires. Nous sommes un parti jeune. Elle a quand même réussi à renverser la loi des sondages qui nous promettait un candidat du Rassemblement national à 9-10 et nous à 4-5. Donc ça ne la discute Elle a fini à 1, il a fini à 1 et elle à 10. Après, il y a eu effectivement la pesanteur du vote à Paris en faveur des LR, de Rachida Dati, etc. Bon voilà, mais je pense, si vous voulez, je pense qu'elle prépare le programme. Je suis à ses côtés pour préparer le programme, évidemment, et donc... Elle a fait une percée magnifique dans le landerneau médiatique et politique. Les gens l'aiment beaucoup, nos électeurs l'aiment beaucoup et ils ont raison. Maintenant, nous verrons tous les deux. Je pense que pour l'instant, comme disait François Hollande, aujourd'hui, est-ce que le nom Zemmour aujourd'hui, c'est comme le nom Le Pen à une époque ou Mélenchon pour certains aujourd'hui, c'est moins facile que peut-être Sarah Knafo qui a une antériorité politique plus jeune que vous et donc qui peut-être peut aller chercher de nouveaux électeurs? Écoutez, moi, je pense que les électeurs ne s'arrêtent pas à cela. Voilà. Mais encore une fois, Sarah Knafo sera un atout immense dans cette campagne. Un atout, mais pas une candidate. Et c'est évidemment que je compte sur elle pour être à mes côtés, et ça sera un atout immense, je le répète. Vous avez pris votre décision sur la candidature à la présidentielle? Écoutez, comme dirait, pour paraphraser François Hollande, je me prépare. Voilà. Vous vous préparez, et vous l'annoncerez quand? On verra bien. Je ne vais pas vous annoncer, encore une fois. C'est des questions inutiles, ça. Je sais qu'à chaque émission, c'est le rituel. Mais malheureusement, c'est une question inutile. À partir du moment où, je vous répète, il faut soigner son annonce de candidature. C'est un moment important. Quand je vois certains qui ratent complètement leur annonce de candidature, ça me donne encore plus envie de faire très attention à soigner mon annonce de candidature. Le grand jury, tout est politique. Éric Zemmour, cette semaine, alors qu'il visitait un hôpital où exercent de nombreux médecins formés à l'étranger, Emmanuel Macron a fustigé, je cite, « ces maboules qui veulent nous fâcher avec l'Algérie », estimant que la France avait besoin de certains soignants formés dans ce pays notamment. Est-ce que vous vous êtes reconnu, Éric Zemmour? Est-ce que vous êtes un de ces maboules? Écoutez, moi je vais vous dire, cette réflexion et cette intervention m'a fait réfléchir et je crois qu'il y a beaucoup à dire, si vous me permettez, de réflexion que cela suscite. Première réflexion sur le mot choisi. Ce n'est pas un hasard, d'après moi, si Emmanuel Macron a choisi un mot qui vient de l'arabe, maboul. Ça veut dire fou. Comment? Oui, ça veut dire fou, absolument. Je crois que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il fait ça. Il fait ainsi comme une certaine jeunesse qui, dans de nombreux quartiers, est noyée démographiquement par l'immigration arabo-musulmane. Le président ne devrait pas dire ça, il ne devrait pas employer ces mots. Il dit ce qu'il veut.
Je ne porte pas de jugement, je vous dis ce que j'en pense. Vous m'invitez pour ça. Qui reprend des réflexions, des interjections, des insultes, etc., de la jeunesse arabo-musulmane, comme dans une assimilation à l'envers. Vous savez, la langue, ce n'est pas d'aujourd'hui, forme les cerveaux et c'est un outil de colonisation majeur. Et on le voit aujourd'hui, et Emmanuel Macron s'identifie sans doute parfois à cette jeunesse-là. Deuxième réflexion sur les médecins algériens et étrangers. D'abord, je vais vous dire, ça fait très longtemps que je suis très choqué que l'on prenne des étudiants étrangers qui ont été formés à grands frais par des pays parfois pauvres et qu'on leur prend et qu'on les arrache à leur population. Je veux dire, les Algériens, sont aussi malades, ils ont aussi besoin de médecins. Je ne vois pas au nom de quoi on leur prendrait des médecins qu'ils ont formés avec leur argent sur leur budget. On ne force pas les médecins algériens à venir non plus. Si, on les force parce qu'on les paye mieux. Donc moi, je trouve qu'on les paye mieux qu'en Algérie. Non, je ne suis pas d'accord. Pardonnez-moi, je veux dire, en plus, c'est au nom de l'amitié avec l'Algérie. Non, c'est du pillage de ressources intellectuelles. Ces gens-là ont été formés par le peuple algérien, dans les universités algériennes, par l'argent algérien. Il n'y a aucune raison de leur prendre ces médecins. À part qu'on en a besoin. Mais attendez, je vais vous répondre. Deuxièmement, Emmanuel Macron, et c'était le sens de sa sortie, est furieux contre l'administration française qui les oblige à repasser leur diplôme. Et moi, je vais vous dire... La procédure est très longue aujourd'hui, très longue, très compliquée. Oui, et c'est très bien. Parce que moi, je n'ai pas du tout envie d'être soigné par des médecins au rabais, vous voyez. Donc, je veux être soigné par des médecins qui repassent le diplôme français. Parce que je vais vous dire... près d'un médecin sur 10, près d'un soignant sur 10 en France vient d'un pays en dehors de l'Union européenne. C'est bien le problème. On a besoin de ces médecins. Non, je vais vous dire pourquoi. Mais on va répondre pourquoi on a besoin. Mais d'abord, je veux vous dire, parce que je vais vous dire quelque chose que personne ne dit. La vérité, c'est que, à part quelques exceptions brillantes, le niveau de ces médecins est la plupart du temps très faible. Tous les médecins français s'en plaignent. Dans les hôpitaux, il y a des problèmes à cause de ça. Et tout le monde sait, par exemple pour l'Algérie, que le système éducatif algérien ne s'est jamais remis de l'arabisation de l'enseignement décidé par M. Boumedienne, le président Boumedienne, en 1965. Vous savez, c'était une vieille blague. Mon père, puisque ma famille venait d'Algérie, mon père avait des amis algériens, kabyles, qui leur disaient la blague qui était répandue en Algérie, c'était « on est très bon en Algérie, on est analphabète bilingue ». Vous voyez, c'est pour vous dire l'effondrement du niveau du système scolaire algérien, et j'en parle en connaissance de cause parce que depuis lors, malheureusement, le système scolaire français s'est lui aussi effondré. Donc je ne parle pas du tout avec arrogance vis-à-vis de l'Algérie parce que nous avons connu le même schéma. Donc c'est une catastrophe. Donc moi, je ne veux pas, ces médecins-là, c'est très bien qu'on en a besoin, comme vous dites, et on arrive à mon troisième sujet, pourquoi on en a besoin. Et c'est M. Macron est bien mal placé pour se plaindre de cela. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas été fichu de supprimer ce numerus clausus qui nous prive... Non, c'est faux. Moi, je vais vous dire. Il l'a dit publiquement, mais c'est un mensonge. En vérité, je connais beaucoup d'étudiants en médecine, chez mes amis, dans ma famille, etc. Le numerus clausus n'a jamais été, en vérité, abattu. Et aujourd'hui, vous avez, et c'est depuis des dizaines d'années, des jeunes étudiants français qui ne peuvent pas être médecins pour un demi-point, un quart de point, un point, qui sont obligés d'aller à l'étranger, en Belgique, en Espagne. Est-ce que vous savez qu'en Roumanie, aujourd'hui, il y a des cursus organisés en français pour les innombrables étudiants français qui ne peuvent pas faire leurs études de médecine? C'est un autre sujet, ce sont des médecins qui sont formés dans l'Union européenne. C'est pas un autre sujet, c'est parce que... Plus de place dans les universités françaises, alors. Non, c'est pas les places. C'est qu'on ne veut pas leur donner parce qu'on a un raisonnement technocratique depuis 40 ans qui dit que moins on a de médecins, moins ils font d'ordonnances et donc moins il y aura de dépenses de la sécurité sociale. Un raisonnement stupide qui nous a menés là où il nous a menés. Et pourquoi on prend les étudiants étrangers? Parce qu'ils sont moins chers que nos étudiants français. Et pourquoi on en a besoin aussi? C'est parce que depuis des décennies, on sous-paye nos médecins, nos internes dans les hôpitaux français qui en ont marre de travailler pour un salaire au lance-pierre. Voilà tout ça. C'est ça que M. Macron aurait dû régler au lieu de nous traiter de maboules. Et maintenant, il y a un troisième sujet, non, je finis, sur les rapports avec l'Algérie.
On va y venir. Juste, je veux simplement revenir sur ces médecins étrangers. Vous dites aujourd'hui, il ne faut plus avoir de médecins étrangers, il ne faut plus avoir de médecins algériens. Vous dites ce matin que pour vous, un médecin formé en Algérie soigne moins bien qu'un médecin formé en France. S'il est formé en Algérie et qu'il vient de travailler ici, oui. Il y a des formations aujourd'hui. Comment on peut, enfin, sur quel... Et moi, je vous dis, heureusement qu'ils doivent repasser les diplômes en France. Heureusement, parce que ça limite les dégâts. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur les relations avec l'Algérie, Emmanuel Macron dit qu'il ne faudrait pas se fâcher avec l'Algérie. D'ailleurs, on l'a vu cette semaine, on a appris que des ressortissants algériens avaient été à nouveau expulsés, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois. Le gouvernement dit que c'est grâce à la reprise des discussions avec l'Algérie menées par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Finalement, la diplomatie, la négociation, peut-être que ça marche un peu mieux que le bras de fer. Vous savez combien, là? Combien ont été renvoyés, là? Alors, quelques dizaines, c'est grotesque. Le ministre de l'Intérieur dit plus que quelques dizaines, dit beaucoup plus que quelques dizaines. J'attends de voir. J'attends de voir la fin des progrès. Vous savez, la blague de Coluche sur Sylvie Vartan. Elle a fait des progrès, j'attends la fin des progrès. Moi, c'est la même chose pour M. Nunez, j'attends la fin des progrès. Moi, je vais vous dire, ce qui est intéressant dans ce rapport avec l'Algérie, c'est que ce n'est pas nous qui nous fâchons avec l'Algérie, c'est l'Algérie qui se fâche avec nous. Parce qu'en fait, nous avons un rapport absolument dissymétrique. Nous avons d'un côté des dirigeants français qui sont hantés, et ça dépasse M. Macron, ça fait 50 ans, qui sont hantés par la culpabilité coloniale. Bien à tort d'ailleurs, car il faudrait en dire beaucoup, mais ce n'est pas le moment de parler de cela. Moi, comme je vous ai dit, ma famille vient d'Algérie, donc je sais aussi tout ce que la France a apporté. Et moi, encore une fois, je l'ai toujours dit, je bénis la colonisation française qui a libéré ma famille de la colonisation arabo-musulmane. Vous avez toujours dit que pour vous, la colonisation n'avait pas été ce que certains disent un crime contre l'humanité. Ça, vous l'avez dit. Deuxièmement, nous avons cette culpabilité, nous dirigeons. Et deuxièmement, parce qu'on ne le dit jamais, avec M. Macron, il y a une autre chose qui s'ajoute, c'est la peur et la hantise de la guerre civile, des révoltes des jeunes arabo-musulmans de banlieue. Donc M. Macron prend soin de ne jamais susciter l'irritabilité de ces jeunes gens. On voit à quel point le gouvernement algérien, qui l'a très bien compris, manipule ces jeunes franco-algériens comme une espèce de cinquième colonne et comme un moyen de pression sur le gouvernement français. De l'autre côté, nous avons un gouvernement algérien dont la pensée et l'attitude peut être résumée par une boutade qu'a faite M. Tebboune, président de l'Algérie, il y a à peu près un an. Répondant à un journaliste français, il a dit « Les Français devraient nous donner des visas de 132 ans ». Évidemment, vous avez bien compris que 132 ans, ce n'est pas donné au hasard. 132 ans, c'est la période de la colonisation française, 1830-1962. Donc, cette boutade est le symbole d'un lapsus. C'est comme un lapsus. À voir aujourd'hui avec l'Algérie, je finis. C'est qu'aujourd'hui, les dirigeants algériens, et nombre d'ailleurs d'Algériens et de Franco-Algériens qui vivent en France, ont un rapport néocolonial avec la France. Ils pensent qu'il faut se venger, qu'il faut se revancher, que puisque la France les a colonisés, il faut qu'ils nous colonisent. Éric Zemmour, sous Emmanuel Macron, Bruno Retailleau a été ministre de l'Intérieur. Il a tenté la manière plus forte. Là, maintenant, Laurent Nunez dit, eh bien, justement, tout cela n'a donné lieu à aucune réussite, plus aucune relation avec l'Algérie, plus aucune relation sécuritaire, plus aucune relation migratoire. Alors, est-ce que ça ne prouve pas justement que la manière forte, eh bien, c'était un échec? La manière forte prétendue de M. Retailleau était une posture. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Il a réellement durci il n'a rien les fait. Relations? Non, excusez-moi, il a parlé. Il a dit que ça n'allait plus. Il a dit des choses d'ailleurs assez justes parfois sur les rapports avec l'Algérie, mais dans les faits... La remise en question de l'accord de 68... Mais il a été remis en question, l'accord de 68 ? Et les visas ont été bloqués. Et M. Retailleau, par exemple, je vous donne un exemple. M. Retailleau prétend, et il a raison d'ailleurs, que les visas sont délivrés par le Quai d'Orsay. Très bien. Mais c'est en préfecture qu'ils sont donnés. M. Retailleau était le patron des préfectures. Il aurait très bien pu donner ordre soit d'augmenter les tarifs, soit de ne pas les délivrer, soit de faire un blocage. Il n'a même pas essayé le bras de fer, en vérité. Il a parlé pour se faire une publicité favorable auprès des Français. Mais ça n'a servi à rien, évidemment, parce qu'il n'y a pas eu de rapport. On voit bien que les choses se débloquent. Attendez, le rapport de force, il est simple. Il faut d'abord se délier de ce traité de 68 qui favorise l'immigration algérienne en France. Deuxièmement, il faut bloquer les visas du regroupement familial, des mariages, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle regroupement familial, c'est essentiellement des jeunes franco-algériens d'aujourd'hui qui vont chercher une jeune fille au bled et qui la ramènent. C'est ça, plus de la moitié des 100 000 regroupements familiales.
Il faut arrêter aussi les étudiants algériens. C'est le premier poste de visa, alors que vous savez aussi que les Algériens sont à 75%. Les étudiants algériens ne réussissent pas leur licence ou leur maîtrise en 3 et 4 ans. Donc c'est une catastrophe, qu'on ne nous dise pas que c'est magnifique pour l'université française. C'est une catastrophe. Ces gens-là n'ont rien. Tous ces chiffres sont donnés par l'OID et vous verrez, c'est très fiable. Donc il nous faut arrêter avec ça. Il faut fermer toutes les portes d'entrée. Plus aucun ressortissant algérien accepté en France. Il y a des touristes. Mais les touristes, il ne faut pas qu'ils restent. Ouais, plus de visa de travail, d'études. Exactement. Plus tout ça. Le travail. Plus de la moitié des Algériens en France ne travaillent pas. Le HLM, la moitié des Algériens sont en HLM. Est-ce que vous trouvez ça normal quand seulement 10% des Français le sont en HLM? Non, ce n'est pas normal. Donc il faut arrêter cette préférence algérienne et d'ailleurs qui vaut pour tous les autres pays, Tunisie, Maroc, Mali, etc. Et nous devons renvoyer, vous m'entendez, renvoyer, c'est-à-dire la politique de remigration que je suis le seul à proposer. Le Rassemblement national est contre et les LR... Vous continuez de défendre ce principe de remigration qui avait beaucoup fait polémique, c'est-à-dire, pour bien expliquer, c'est de renvoyer dans leur pays d'origine des ressortissants qui sont installés en France depuis parfois des années. Oui, et qui sont délinquants, qui sont criminels, qui sont fichés S, qui sont chômeurs de longue durée. Écoles aujourd'hui, quand les enfants sont dans des écoles, pour vous, ces ressortissants doivent quand même être envoyés, quelle que soit leur situation aujourd'hui, même s'ils travaillent en France. Je vous répète, s'ils travaillent en France légalement, pourquoi les renvoyer? Je vous répète, délinquants, criminels, chômeurs de longue durée, fichés S. Ça suffit déjà, vous savez que 25%... Mais quand les pays ne le veulent pas, comme l'Algérie aujourd'hui, ne veulent pas récupérer leurs ressortissants, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est très simple. Nous les renverrons dans d'autres pays que nous financerons et qui seront tout à fait d'accord pour les accueillir. C'est d'ailleurs, même l'Union européenne l'autorise. C'est-à-dire des zones où vous payerez des pays pour accueillir des ressortissants. Absolument. Rwanda, par exemple. Absolument, ça nous coûtera beaucoup moins cher que ce qu'il nous coûte ici. Alors on va passer Le grand jury, question express. Voilà la toute dernière partie de cette émission, Éric Zemmour. Question express, question courte, réponse très courte, quelques questions vraiment en un mot si possible. Claire Connery. Pour ou contre la possibilité pour les salariés boulangers et fleuristes de travailler le 1er mai? Pour. Le 1er mai, c'est la fête du travail pour vous, Éric Zemmour, ou le jour hommage à Jeanne d'Arc? Les deux. C'est pas incompatible. Pour ou contre retirer les drapeaux européens sur le fronton de l'Élysée? C'est ce qu'a proposé Jordan Bardella. Je ne suis pas contre, mais je pense que c'est pas la question essentielle. C'est un peu anecdotique. Pour ou contre le boycott de l'Eurovision parce qu'Israël y participe? 5 pays ont déjà fait ce choix. Contre. C'est un scandale. Est-ce que vous soutenez Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen, qui se bat contre l'ouverture d'une enseigne Master Poulet dans sa ville? Master Poulet qui se revendique servir uniquement des viandes certifiées 100% halal. Oui. Vous soutenez Karim Bouamrane? Absolument. Oui. Éric Zemmour, dernière question. Qui sera candidat de Reconquête en 2027? Éric Zemmour ou Sarah Knafo? Je crois vous avoir répondu, franchement. Mais vous inquiétez pas, vous nous aurez tous les deux. Donc elle sera à mes côtés, je vous le répète. Il n'y aura qu'un seul bulletin. Il n'y aura qu'un seul bulletin. C'est un ticket, en fait. Comment? C'est un ticket, en fait. C'est Éric Zemmour, Sarah Knafo. Est-ce qu'on peut imaginer Sarah Knafo première ministre d'Éric Zemmour? Écoutez, on peut l'imaginer. Mais ça ne veut, vous savez, la désignation d'un Premier ministre, c'est quelque chose de très subtil en fonction des rapports de force politiques. C'est pour ça que je suis toujours dubitatif quand on annonce à l'avance la nomination de tel ou tel Premier ministre. Mais oui, elle aurait les qualités pour l'être. Mais pour le moment, vous ne nous dites pas, donc ce dimanche, qui de vous deux sera vraiment candidat à l'élection présidentielle? Je crois que je vous l'ai dit, mais les journalistes veulent absolument ne pas entendre ce qu'on dit. Mais bon, parce que vous le dites pas très clairement non plus. Je le dis très clairement. Je vous l'ai dit très clairement. Simplement, je ne vais pas annoncer, je vous le répète, ma candidature tous les 4 matins. Donc voilà, mais je ne peux pas être plus clair. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Le grand jury revient la semaine prochaine, dimanche à midi. Le grand jury RTL Public Sénat, Le Figaro, M6. Voir ou revoir votre programme sur publicsénat.fr. Tout de suite sur Public Sénat.